On arrive à la fin de notre interview. Vous pouvez nous conseiller 3 livres à lire ou 3 livres qui ont été importants pour vous? Oui, alors, sans surprise, mais pour moi c'est tellement fondamental, les mémoires de guerre et d'espoir du général de Gaulle, il faut les lire. D'abord, c'est magnifiquement écrit. C'est ce qu'on sait trop peu du général de Gaulle, parce qu'il a écrit une pièce de théâtre quand il avait 15 ans, où il était généralissime et il allait sauver l'Europe de dans une guerre mondiale. Non, c'est pas un russe, mais je sais plus par rapport à qui, ou peut-être. Mais c'était en tout cas à la fois un peu prémonitoire, même s'il n'a pas été généralissime pendant la guerre, mais il a été. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que vous lisez cette pièce écrite quand il avait 15 ans, c'est incroyable. Le style est extraordinaire. Bon, le style des mémoires est extraordinaire, puis ça apprend tellement de choses sur l'histoire de France qu'il faut, de mon point de vue, absolument les avoir lus. Un livre que je recommande, alors on a parlé beaucoup du Covid, à ce moment-là je vais citer Pierre Chaillot, statisticien, sur ce que disent les chiffres officiels du Covid. C'est à peu près ça le titre, c'est un vrai statisticien qui a pris que les chiffres officiels et qui les a vraiment mis en perspective, et il nous offre une autre lecture de cette affaire. Et dans ce livre, il y a les séquelles neurologiques sur une étude à grande échelle? Il n'y a pas encore énormément tout ça, parce qu'il est sorti il y a je crois, un peu plus d'un an, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et puis les séquelles de l'injection, du vaccin, c'est quand même le sujet principal aujourd'hui, je crois. Et troisièmement, un livre que j'ai trouvé, moi je l'ai dévoré en quasiment une nuit, c'est l'ami américain de Eric Branca, qui explique en 30 ans de gaullisme, 40-70, 1940-1970, comment voilà, de Gaulle a dû batailler en permanence contre. Il avait aussi des vrais amis américains, mais il a dû quand même globalement batailler pour asseoir la France par rapport aux États-Unis, qui sont beaucoup plus un pays qui nous fait du mal qu'on le croit. Quand Mitterrand déclare les Français sont en guerre et face aux Américains, ils ne le savent pas, et c'est toujours vrai aujourd'hui, sauf que le problème c'est qu'on a aujourd'hui des dirigeants qui sont les amis de nos ennemis. Peut-être pour prendre le rebours de la folie de cette époque. D'abord un livre de Dostoïevski, Crime et châtiment, pour une raison très simple. Aujourd'hui, comme le bouquin de Pouchkine et compagnie, et là encore, Le Monde, de la même façon qui s'était quasiment félicité dans la station, ça a fait un article audacieux sur la guerre des Ukrainiens qui faisait ça. L'Ukraine, c'est quand même une culture russe. Hein. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, c'est un des foyers de la naissance de la culture russe. C'est voir le fait qu'ils sont ukrainiens. On peut en discuter si on veut, mais bon, Tchekhov, il est russe, il est dans l'Ukraine. Enfin, je veux pas nier artificiellement l'éventuelle naissance et l'existence d'une identité ukrainienne à part entière, c'est pas mon propos, mais voilà. Eh bien, ils ont décidé, il y a un mouvement massif de destruction de tous les auteurs russes dans les bibliothèques ukrainiennes. Donc Dostoïevski, Pouchkine et compagnie, tout ça, c'est devenu, en fait, ils sont chargés dans les airs, sont rejetés et compagnie. Et vous avez un article du Monde qui décrit ça dans des termes positifs. Et moi, je pense qu'on est entré dans une. Enfin, je veux dire, c'est dire, encore une fois, on en revient à ça le niveau des gens qui aujourd'hui font l'opinion publique, nous dirigent, et la catastrophe à laquelle ils peuvent mener. Donc, Crime et châtiment de Dostoïevski, parce que c'est des plus belles œuvres de l'histoire de l'humanité. Les Misérables de Victor Hugo, parce que ça vous donne une charpente littéraire, politique, intellectuelle, et que c'est pas du tout un livre chiant. En fait, c'est ce genre de livres qui sont au programme à l'école, et donc on se dit qu'ils sont pas faits pour nous. Et en fait, c'est des livres merveilleux à découvrir par soi-même et à s'approprier. Et j'essaie de pas me répéter par rapport au conseil que je vous avais donné, que vous m'aviez demandé la fois précédente, il y a 5 ans, mais je sais que j'ai pas des enfants de Valzer, donc j'ai essayé d'en trouver un autre. Laissez-moi. Non, mais il y en a un. Voyage au bout de la nuit de Céline. Parce que c'est le plus grand livre de littérature du XXe siècle. Un combat de Lawrence, n'importe quel, son plaisir, L'homme en péril, allez hop, il est bien sûr. Ça c'est important. Guerre de Laurent Berton, je me suis un deuxième. Non, c'est vrai, pardon. Les fables de La Fontaine, allons-y, et puis, je sais pas, Paul Valéry, ouais, tel quel, c'est chiant, mais mauvaise conseillerie. Est-ce que tu as je conseillerais un livre peut-être de Hannah Arendt sur le procès Eichmann, parce que c'est d'actualité, il faut vous demander l'intérêt elle a documenté le procès Eichmann, et on a fait un livre qui a un peu choqué à l'époque où c'est sorti. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle se rend compte que Eichmann, qui était un artisan de la solution finale, c'était d'abord quelqu'un qui était en bas de l'échelle en Allemagne, qui était un monsieur personne, et qui a trouvé son essor dans le parti, et c'est le parti qui l'a construit, et alors qu'il n'avait aucune compétence de rien du tout. Hitler était peintre quand il a commencé, il avait fait la guerre, il était agent d'enseignement, hein, bon, mais il n'était pas grand chose non plus. Et ça, ce phénomène-là, c'est intéressant de voir ça, parce que c'est la médiocrité qui devient une nuisance totale, et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre, il y a des parallèles à faire avec la société d'aujourd'hui, donc Hannah Arendt. Lisez des biographies d'Einstein, vous apprendrez beaucoup, lisez, mais les titres je sais pas, mais une biographie d'Einstein, une biographie aussi de Spinoza. Parce que c'est un philosophe intéressant, Spinoza, parce que il était juif et il s'est fait exclure de la communauté juive. Maintenant, il a quand même une rue à Tel Aviv, et lui, il voit Dieu partout dans la nature, etc. Si je vous parle aussi des Bahaïs, ça vous dit pas grand-chose des Bahaïs, mais c'est une communauté extrêmement intéressante en Iran, qui est extrêmement intéressante aussi au niveau du renseignement, qui est dans le livre Raven, le pacte du Qatar, elle est décrite là-dedans. Les Bahaïs, c'est des gens qui acceptent toutes les religions, on peut être Bahaï et venir d'une autre religion, il n'y a pas de problème, et ils pensent qu'on peut s'élever au travers de la science. Et qu'en fait, plus on travaille, plus un peu comme les protestants, plus on a une chance d'aller vers le haut, et que la science est bénéfique pour l'humanité et qu'il faut s'élever au travers de la science. Et c'est des pacifistes. Les Bahaïs sont aussi pacifistes que peuvent être des bouddhistes. Non, je conseille de lire Jules Vallès, L'enfant, le bachelier, l'insurgé. Jules Vallès, c'est ce communard, rédacteur en chef du Cri du Peuple, qui a écrit. C'est parmi les plus beaux bouquins du XIXe siècle. Et moi, ça m'a bien forgé la révolte. 100 ans de solitude de Garcia Marquez, autre grand bouquin. Troisième livre. Écoute, je suis un peu embêté parce que quand même le personnage est devenu vraiment trop infréquentable par son antisémitisme, mais Céline, Voyage au bout de la nuit, est quand même quelque chose, d'un point de vue littéraire, qui est quand même assez prodigieux, qu'il faut avoir lu. Voilà. Mais c'est toujours un peu compliqué quand même, plus les choses de faire la part entre l'œuvre littéraire et puis la personne qui l'a écrit. Voilà. Bon, alors du coup, j'ai trouvé là en live, tout à l'heure on parlait d'argent, il y a un truc vraiment génial à lire, Catherine Reed, John Kenneth Galbraith, l'argent, en anglais, monnaie, en français, l'argent. C'est un truc incroyable qui raconte le système monétaire, l'histoire du système monétaire, en particulier aux États-Unis, qui raconte qu'ils troquaient des coquillages avec les Indiens, que la banque centrale c'était des pots de castor en fait, parce qu'à la fin les coquillages étaient transformés en pots de castor qui ensuite étaient monétisables pour l'export. On montrait aussi que c'était en fait le pouvoir de la banque privée. En fait, là, tu parlais tout à l'heure de fédéralisme, mais en fait la banque centrale fédérale américaine, elle arrivait un peu sur le tard et que c'était plein de banques qui passaient leur temps à faire faillite, etc. C'est passionnant. Ça date des années 60, mais John Kenneth Galbraith, pour le coup, il aurait fallu qu'il y ait un dessinateur de bande dessinée parce que c'est un vulgarisateur et un pédagogue incroyable, vraiment génial. Donc voilà ce truc-là. Et deuxième peut-être, mais c'est
On la cite dans la BD, parce qu'on a pas mal de personnes invitées, etc., qu'on fait parler. Elle écrit dans les années 30, c'est Gina Lambroso. C'était une médecin, essayiste italienne. Et elle a écrit notamment un bouquin qui en français est traduit par La rançon du machinisme, et qui parle en fait de ce que l'industrialisation et le travail à la chaîne, la transformation industrielle un peu dans les années 20, dans les années 30, provoquait finalement d'un point de vue anthropologique. Et c'est passionnant. Un petit exemple, c'est voilà, sur la question un peu de la rivalité entre êtres humains, elle disait avant dans les villages, etc., on avait chacun était artisan et fabriquait des trucs, c'était entre guillemets à la main. Alors ça allait pas très vite, on avait moins d'objets bien sûr, mais finalement chacun mettait un peu une âme dans l'objet, etc., d'artisanat. Une fois que tu passes à un truc à la chaîne, en fait ça n'existe plus. Et elle parle un peu de toutes des petites arènes, elle utilise ce mot-là, qu'avant il y avait plein de petites arènes dans tous les villes et les villages, et puis qu'à un moment c'est devenu une grande arène, le monde, ça date des années 30 avant les réseaux sociaux. Et t'imagines maintenant, évidemment tu appliques ça à la question numérique où tout le monde essaie de briller sur Insta et d'apparaître et de faire plus de likes que les autres. Et là encore avec le recul, ce qui est écrit dès les années 30, c'est un peu stressant parce que ça a été déjà écrit, puis ça nous a pas empêché la trajectoire qu'on a eue, mais c'est vraiment hyper intéressant. Jean-Marc. Alors, je vais en citer 4, mais il y en a 2 qui sont du même auteur et qui sont sur Les 2 premiers que je vais citer sont d'un biologiste de l'ONF qui s'appelle Laurent Tillon et qui a écrit 2 livres qui sont successivement Être un chêne et Les fantômes de la nuit. Alors, Être un chêne parle d'un chêne, le personnage central est un chêne qui a l'âge vénérable sauf erreur de ma part de 260 ans, je suis encore jeune pour un chêne. Et alors, à travers l'histoire de ce chêne, l'auteur nous fait découvrir ce que c'est qu'un écosystème forestier. Il explique comment le chêne est défendu par les prédateurs des chenilles qui lui boulotent ses feuilles, comment est-ce que quand la feuille commence à être boulottée, elle émet tout un tas de molécules qui font que le reste de la feuille devient un peu plus indigeste pour les chenilles qui la boulotent, comment est-ce que le chêne communique, le chêne parent communique avec les chênes enfants via le mycélium des champignons qui les alimentent, c'est passionnant, c'est génial, super poétique. Et il a écrit un bouquin sur les chauves-souris qui s'appelle Les fantômes de la nuit, même éditeur, Actes Sud, même auteur, etc. C'est super sympa à lire. Un deuxième livre qui n'a strictement rien à voir que j'ai lu il y a pas très longtemps, deuxième parce que là les 2 premiers j'ai dit c'était un. C'est Féminicène d'une autrice qui s'appelle Vera Nikolsky, alors qui est une féministe qui irrite les féministes, c'est assez rigolo mais moi j'adore parce que j'aime beaucoup les gens qui dans lequel en gros son grand thème c'est l'émancipation des femmes n'a pas résulté principalement de revendications, elle a résulté principalement de conditions matérielles qui ont permis la réalisation de cette émancipation. Et elle, au premier chef d'entre elles, elle cite l'anthropocène, c'est-à-dire l'accès à des ressources en masse et à de l'énergie en masse, parce que ça a permis de diminuer la mortalité infantile. Or, moins de grossesse et moins d'allaitement, c'est fatalement un facteur de différence entre les hommes et les femmes qui s'estompent. La tertiarisation de l'emploi qui a été permise par l'anthropocène est un facteur également d'émancipation parce que la force physique ne compte plus pour occuper un travail. Les tâches domestiques ont été considérablement réduites, même quand elles sont encore exercées par les femmes à cause de la mécanisation du lavage du linge, de la préparation de la nourriture, etc. Et donc en fait, elle cite tous les exemples dans lesquels cette émancipation a été rendue possible par les acquis de l'anthropocène. Évidemment, ça pose une question centrale qui est que subsiste-t-il des acquis des femmes dans un monde dans lequel l'anthropocène s'estompe et où les ressources deviennent moins abondantes. Elle dit Achtung, ça c'est un danger pour nous. Et donc aujourd'hui, être féministe, ça veut dire aller nous investir nous-mêmes des postes de responsabilité où on décide de l'allocation des ressources. Et je trouve que c'est génial comme conclusion parce qu'elle dit pas faut défiler dans la rue et manifester, elle dit faut faire des sciences et aller occuper des postes où on va gérer l'allocation des ressources. C'est très intéressant. Et enfin, le dernier bouquin que j'ai lu il y a pas longtemps et que j'ai trouvé très éclairant, c'est un bouquin de Jared Diamond qui s'appelle De l'inégalité parmi les sociétés, qui en anglais c'est Guns, Germs and Steel, qui est un bouquin formidable, beaucoup plus intéressant qu'Effondrement, très largement plus intéressant. Qui en plus Effondrement est un peu discutable. Moi je trouve qu'il généralise des cas de figure qui sont très particuliers. Et ça a été un peu contesté, l'île de Pâques. L'île de Pâques c'est quand même pas la civilisation dans son alors que là il traite de la civilisation dans son ensemble. Et il explique notamment ce que je trouve génial, mais je vais pas donner l'explication ce soir parce que quand même que les gens lisent un peu fatigue. Il explique comment est-ce que la domestication d'espèces animales en Europe. Pardon. C'est pas fatigant de lire. Non mais c'est un peu épais quand il fait quelque chose de 600 pages ou un truc comme ça. C'est pas fatigant. Non, il est passionnant. Il a un style un peu lent quand même, Diamond, mais le fond du bouquin est passionnant et il explique comment les espèces sauvages domesticables qui étaient disponibles sur les divers continents expliquent des milliers d'années après pourquoi est-ce qu'une poignée de conquistadors espagnols a réussi à venir à bout de dizaines de milliers d'incarts. Voilà, je vais pas expliquer le raisonnement, mais c'est lumineux. Bien sûr. Ça s'appelle Guns, Germs and Steel. Mais c'est super intéressant comme bouquin et en fait c'est un bouquin qui théorise de façon un peu structurée le déterminisme géographique de l'évolution des civilisations. Et ça se rapproche un peu aussi pour moi de pourquoi est-ce que les peuples du Nord sont venus enquiquiner les peuples du Sud en Europe au moment de ce qu'on a appelé les invasions barbares. Tout ça se rapproche du même voilà de mêmes explications qui sont à la base physico-géographico-biologiques et c'est super intéressant. Jean-Marc, question internet. Non, mais Vos 3 livres préférés. mes 3 livres préférés. Mais je passe mon temps à lire, donc ça n'a pas de sens. Bon, alors, l'un des très bons Arsène Lupin. Fort comme la mort de Maupassant. C'est drôle. De Normand d'ailleurs. Et puis. Voyage au bout de la nuit. Non, j'ai pas lu Céline. J'en ai pas lu, ça me gonfle. J'aime pas. Moi, je suis un. Il faut mâcher, ouais. Je suis un gentil, donc j'aime pas les. J'ai ce problème du. Peut-être qu'on va faire une entorse, jamais 203. Ali Ladi, que vous connaissez, qui a écrit un très bon livre sur justement l'extraterritorialité des lois américaines. Lui, il a fait un travail, on va dire, plus didactique, en reprenant à peu près toutes les lois, en expliquant comment elles ont été utilisées dans le passé. Donc ça, je vous le conseille. Après, il y a un livre qui m'a beaucoup touché ces derniers temps, et j'avais pas pu le lire au moment où il était sorti. C'est le livre de Guylaine Waterloo, qui a perdu sa famille dans le vol MH370, qui est très touchant, parce que là encore, on sait pas les détails, mais surtout le combat de cet homme m'a beaucoup touché. Donc ça, alors, je vous conseille sa lecture. Après, qu'est-ce que j'ai lu récemment qui m'a beaucoup touché? Alors, il y a un livre de Naomi Klein qui s'appelle The Shock Therapy. Stratégie du choc, excellent livre. Alors là, qui reprend en fait toutes les grandes crises dans le monde. Toutes les lois néolibérales passent après. Voilà, excellent livre. Alors en français, je ne connais pas le titre. Stratégie du choc. Voilà, Shock Therapy, voilà. Après toi. L'art du contrevent d'Alain Damasio, les villes invisibles d'Italo Calvino, la renaissance industrielle de Pierre Musso et j'ai mangé son nom, le PDG d'Assassin System, Bernard Charles, qui parle aussi d'imaginaire dans l'industrie, et un 4e pour la route, c'est les fables de La Fontaine, parce que comme me disait un ami très cher juste avant de venir, il y en a toujours une qui correspond à ce que tu vas raconter. Les bouquins, je dirais. Alors, c'est des essais, moi, si je veux raconter ces bouquins, il y en a plein, mais disons, pour nos sujets, c'est intéressant. Il y a un essai que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Ces messieurs de Lazare, qui a été écrit par Martine Orange. Il entre au cœur de la banque d'affaires Lazare et il retrace son histoire des années 50 à aujourd'hui. Toutes les privatisations qui ont été menées, comment elle est progressivement devenue américaine, etc. Et je pense que c'est en partie le cœur du réacteur, c'est super bien écrit, c'est extrêmement documenté, elle a fait une enquête. Elle est très forte et je pense que ça montre, pour ceux qui veulent pas des trucs trop théoriques et tout, les conséquences concrètes de la financiarisation de l'économie sur notre pays. Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent, Jean Ziegler, excellent livre, perspective internationale sur le système qui est en train de se mettre. Jean d'ailleurs. Tu le connais? Très bien. Ça c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et enfin. Jean, on t'embrasse, bonne année. Je dirais.
Je déconcentre pas. Oui. Raison verte. Alors c'est un peu particulier, je sais pas pourquoi je pense à celui-là, mais un bouquin qui s'appelle La concurrence des victimes, écrit par Chaumont, j'ai oublié son prénom, mais très intéressant parce que c'est une réflexion sur l'histoire et sur la façon dont l'Europe aujourd'hui vit de plus en plus dans le passé. Et notamment, on n'arrête pas de ressasser un certain passé d'un point de vue de façon obsessionnelle, avec tous les éclatements aussi des sociétés que ça implique, et je pense que c'est une réflexion qui est assez importante. Oui, alors, Le labyrinthe des égarés d'Amin Malouf, c'est formidable. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment un bouquin. Vous avez des bouquins, vous dites, tiens, je suis plus intelligent après l'avoir lu. Nexus aussi, de Harari, Yuval Harari. C'est un peu moins bien que Homo Deus et Sapiens, mais c'est quand même bien. Et puis un bouquin qui est moins connu, qui n'a pas été traduit, mais que je recommande beaucoup, c'est Bruno Le Maire. Non, c'est The Hell of Good Intentions de Stephen Wall sur l'hégémonisme libéral et les erreurs que la politique américaine a fait avec des bonnes intentions. des bonnes intentions. Et sinon, il y a, puisqu'on parle beaucoup de Munich, question français, le bouquin de Gérard Haraud, Nous étions seuls, sur justement les accords de Munich, qui montre ce que c'était à l'époque et qui t'en parlait dans ce que c'était. Est-ce que vous avez un conseil? Alors, si vous voulez rêver, je vous conseille, c'est un peu pour point, vous êtes un sauvage. Je dirais Le Monde analogue de René Daumal, qui est un livre inachevé, puisque René Daumal est mort en 1943, si ma mémoire est bonne, pendant l'écriture de ce roman, qui est un livre qu'on peut lire de 1000 façons différentes. À ma connaissance, c'est le premier roman qui prend au sérieux la réalité générale dont on a parlé. C'est l'histoire d'une montagne dont on ne voit pas le sommet, parce qu'elle est tellement massive qu'elle a courbé l'espace dans son voisinage, de sorte que la lumière venant de son sommet ne peut pas nous parvenir. Bon. Il y a une cordée qui part à la conquête de ce sommet qui disparaît, c'est toute une histoire. Et puis surtout, il y a une idée que je trouve magnifique. Il dit, quelque part, que quand on escalade une montagne, quand on atteint le sommet, on la fait descendre. Tant que la montagne n'a pas été conquise, elle appartient au domaine des cieux. Et une fois qu'elle a été conquise, elle devient terrestre. Et donc, escalader une montagne, la gravir, c'est la faire descendre. Deuxième livre, ce livre de Francis Wolff, dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Le monde à la première personne, où il établit une distinction entre ce qu'il appelle le monde et ce qu'il appelle la réalité. Et puis, en troisième livre, peut-être un livre de Clément Rosset, qui est mort il y a 2 ou 3 ans, je crois, qui était un personnage haut en couleur, un philosophe que j'aimais beaucoup, qui reprenait à sa façon les idées Parménides. Le réel est un, on ne peut pas le diviser, on ne peut pas le dédoubler par autre chose que lui-même, notamment son livre qui s'appelle Le réel et son double, que je trouve fascinant. Qui ont été importants pour toi, pour ton cheminement intellectuel, 3 livres importants pour les gens, pour notre communauté. Ok. Alors, Bourdieu sur la télévision. C'est ce que j'avais lu quand j'étais en seconde ou en terminale et je comprenais rien à l'époque, mais en fait, ce qu'il a dit était visionnaire sur la circulation circulaire de l'information et tout. Donc j'avais du Bourdieu. Je suis tenté de dire One Piece, mais bon. Mais j'aime raconter ce sujet-là. Moi, il y a des mangas et des choses qui m'ont profondément influencé en fait. C'est un gars quand même qui part faire le tour du monde pour libérer tous les peuples opprimés. C'est quand même assez sympa comme histoire de masse pour des générations à venir. Après, en termes, il y a un truc qui m'avait marqué, mais en fait, je suis pas d'accord au final. C'était Leur morale et la nôtre de Trotsky. Parce que, mais je me rendais pas compte à l'époque. C'est un livre très dur, assez violent. Tu vois, en gros, c'est la fin justifie les moyens politiques. Ce avec quoi moi je suis revenu dessus. Mais il y a d'une beauté aussi, parce qu'en fait, il venait de se faire assassiner son fils quand il écrit ça. Et c'est un livre qui m'a un peu marqué quand même sur à quel point il dévoile la violence de la morale de ceux qui sont face à nous. La limite de ce livre, c'est qu'il ne te donne pas une morale en retour. Et sinon, allez, un dernier, parce que One Piece, c'était un peu pour rigoler, enfin, c'est pas que pour rigoler, mais il y a un livre aussi qui m'avait beaucoup plu, c'était Fernand Braudel, L'identité de la France.